Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de café qui serait mieux que le jeûne, de sieste de 90 minutes, de congestion et de changer notre futur. Avant de démarrer, j'ai mis en ligne hier, enfin avant-hier pour vous, hier pour moi là, pourquoi nous sommes accros aux féculents. Alors demandez à n'importe quel coach, diététicien, nutritionniste, etc. Il vous dira toujours la même chose. Les personnes qui viennent le consulter, quand on leur parle de baisser un peu les graisses, ok. Quand on leur parle de baisser un peu les protéines, ok. Quand on leur parle de baisser un peu les féculents, le pain, les pâtes, le riz et tout, là, il y a tout un tas de réactions non rationnelles. Oui, mais je vais pas tenir. Oui, mais vous comprenez comment il faut que je cuisine des plats différents pour toute la famille, machin. Et là, on trouve tout un tas de stratégies pour justifier le fait que il faut qu'on consomme des féculents. Or, si vous regardez bien depuis les années 90, outre-Atlantique, les féculents, eux, ils ont bien compris que c'était ça qu'il fallait réduire, notamment les stars de cinéma, mannequins et tout ça, ils l'ont bien compris. Nous, c'est arrivé que très tardivement en France. Alors, un petit cercle d'initiés, on va dire, le savait, mais sinon, c'est arrivé très tardivement post-année 2000, même j'ai envie de dire, moi quand j'ai démarré déjà en 2000, mon activité, sur mon site internet, donc c'était aux alentours de 2011, quelque chose comme ça, 2010-2011, quand j'expliquais pourquoi je réduisais tous les féculents et tout pour perdre de la graisse, les gens me regardaient avec des gros yeux parce que féculents et sport, en France, ça va ensemble, hein, mentalité Tour de France, mentalité sport d'endurance, pasta party et tout. Et donc c'est vrai que ça crée un gros problème. Par contre, si on disait saumon, avocat, jaune d'œuf et tout, là, ils disaient mais c'est pas normal et c'est tout ça qu'il faut retirer pour perdre de la graisse, quoi. Pour perdre de la graisse, faut enlever les graisses. Donc tout un tas de croyances qui ne sont plus d'actualité depuis plusieurs décennies déjà, outre-Atlantique. Et c'est vrai, j'en avais parlé d'ailleurs dans mon programme Mannequin que vous pouvez aller voir, hein, vous tapez www.fitnesssmith.fr/mannequin, vous allez voir tout ça. Mais là, dans l'enquête que j'ai pu faire sur les féculents, je me suis vraiment intéressé sur pourquoi on était accro aux féculents. Parce que quand je dis «on», c'est tout le monde aime ça, tout le monde aime le riz, tout le monde aime les pâtes, enfin tout le monde, je prends un absolu, mais c'est vrai que globalement, une assiette sans féculents, pour beaucoup de personnes, c'est une assiette, ils ont l'impression qu'ils vont avoir faim, 1 heure après. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est juste que c'est l'impression, qu'ils vont avoir faim 1 heure après. Et en fait, on se rend compte que quand on démonte un petit peu tout ça pour essayer de comprendre comment ça se passe, il y a une raison historique, il y a une raison physiologique, il y a une raison psychologique et c'est là-dessus que j'ai enquêté parce que si vous comprenez clairement quels sont les leviers par rapport à ça, ça devient beaucoup plus facile
de les réduire et donc potentiellement de perdre du poids. Parce que j'ai envie de dire que 95 voire 98 des régimes qui échouent aujourd'hui sont des régimes où l'appel du glucide, l'appel du féculent, l'appel du sucre même pour, ceux qui sont les plus sensibles, est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à se mettre au régime. C'est-à-dire, comme je disais en introduction, ce sont des gens qui ont plutôt des ils arriveraient à réduire les graisses, ils arriveraient à réduire les protéines, ils arrivent très facilement à réduire les légumes, mais alors les féculents, ils ont énormément de mal. Et en fait, en regardant ça, si vous vous sentez concerné par ça d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi et vous allez savoir aussi comment faire pour justement mettre un pied devant l'autre pour pouvoir les réduire et plus que ce soit quelque chose de des fringales, incontrôlables, où vous sentez vraiment qu'une assiette sans féculents, c'est pas possible, quoi. Donc vous allez retrouver de la liberté alimentaire, bon, ben, voilà, à la clé, ça sera un tour de taille réduit, des fringales réduites, une énergie plus stable aussi parce qu'on en parle assez peu souvent, mais les féculents, c'est tout l'inverse de ce que pensent les gens. C'est-à-dire que les gens dans leur tête, féculents égale énergie, sauf que féculents égale énergie très instable. En fait, c'est de la dynamite les féculents. C'est-à-dire que vous avez une grosse explosion sur le moment, mais après il y a plus rien. Voire pire, c'est vous êtes encore plus crevé, quoi. Donc c'est le phénomène, vous savez, du pic d'insuline et tout, que je vais pas détailler ici parce que tout le monde le connaît en long, en large et en travers. Mais en gros, c'est pour ça que l'énergie est instable. Donc c'est tout un tas de croyances comme ça qui sont bien ancrées, mais qui sont pas du tout vérifiables dans le réel. C'est-à-dire qu'on dit des choses qu'on ne voit pas dans le réel. Parce que si c'était vrai, une personne qui mange des flocons d'avoine le matin, du riz le midi et du quinoa le soir, n'aurait jamais faim, aurait tout le temps de l'énergie. Or, posez des questions à ces gens-là, ils vous diront que ils ont régulièrement faim et qu'ils sont aussi fatigués, comme vous, à 10h30, 11h le matin. Il y a pas de magie, en fait. Il y a des séances où ils congestionnent pas, d'autres où ils congestionnent. Donc on attribue beaucoup aux glucides, aux féculents et alors que finalement, vous verrez qu'on peut largement faire mieux. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien que je vous ai mis dans les notes de ce podcast. Ça s'appelle «Pourquoi c'est si dur de réduire les féculents? Pourquoi sommes-nous accros aux féculents?» et que c'est pas juste une question de volonté. Vous allez voir le lien et vous trouverez toutes les informations, dans le comment dire? Au lien ci-dessous, quoi. Donc le premier sujet du podcast, c'est bain chaud à tout santé inattendu face au sauna. Donc il y a une équipe de l'université d'Oregon qui a comparé 3 modes de thermothérapie passive, donc le bain à 40 degrés, un sauna sec classique, un sauna infrarouge. Et le verdict, c'est que le bain immerge le corps dans un milieu où la transpiration ne refroidit plus la peau. La température centrale grimpe alors plus haut que dans un sauna, ce qui dilate davantage les vaisseaux, abaisse la pression artérielle et mobilise les globules blancs. Les chercheurs observent aussi un pic d'interleukine 6, donc c'est un messager clé de l'immunité. Autrement dit, 15 minutes dans un jacuzzi génèrent un stress thermique proche d'une séance de cardio modéré, sans bouger, puisqu'on ne bouge pas dans le jacuzzi. Et cette découverte démontre qu'un simple bain chaud déclenche à lui seul les réponses cardiovasculaires et immunitaires recherchées en rééducation. De quoi offrir une option aux personnes âgées ou blessées qui ne peuvent plus ou pas s'entraîner actuellement, quoi. Alors, il y a certainement des contre-indications à la chaleur, mais globalement, si vous avez envie de mieux récupérer, là, vous n'êtes pas obligé d'investir, dans un sauna infrarouge, dans un jacuzzi et cetera. Vous faites un bain chaud à 40°, déjà ça permet d'avoir, une bonne petite récupération et je trouve ça bien parce que là, on est un peu comme dans les approches, comment dire? Zut, un peu comme la méditation, quoi. Tout le monde peut en faire puisqu'il y a zéro investissement, monétaire. Il y a pas besoin de mettre de l'argent. Alors évidemment, si vous avez qu'une douche chez vous, c'est pas possible. Il faut au moins une petite baignoire. Mais sinon, vous pouvez, je sais pas moi, faire, couler l'eau chaude, dans la douche, vous mettre, à genoux ou enfin pas à genoux, mais assis, par terre et puis en fermant bien les portes et cetera. Il y aura une production de vapeur, puis l'eau, la chaleur va monter, dans la douche, donc du coup, ça va vous permettre de profiter un peu de ces effets-là. Moi, je trouvais ça intéressant pour ces raisons précises, que la température centrale qui grimpe
Alors plus haut qu'au sauna, ça permet de mieux dilater les vaisseaux et d'ailleurs, tous ceux qui ont déjà fait des bains chauds ont vu que juste après, on est beaucoup plus veineux. Beaucoup comme si, on était resté au soleil, au bord de la piscine ou quoi en plein été. Après on voit qu'on est beaucoup plus veineux, donc ça abaisse aussi la pression artérielle et mobilise les globules blancs. Alors, il faut pas en abuser, c'est comme tout, on imagine, mais ça permet d'avoir des effets parfois meilleurs que des choses qui coûtent cher, quoi. Genre le sauna, sec, ou sauna infrarouge, tout le monde n'a pas le budget pour s'équiper comme ça à la maison, quoi. Donc ça permet justement de pou et moi, pour moi, ce sont des je vais pas dire des hacks, mais évidemment que le marketing vous vendra jamais quelque chose que vous avez déjà chez vous. Le marketing veut vous proposer quelque chose que vous n'avez pas et si possible que eux vendent. Donc c'est et vous savez, il y en a beaucoup qui cherchent pareil des formules magiques, pour maigrir et tout. Ils veulent absolument le programme parfait pour sécher là. Il y a encore des gens qui sont, à la recherche de ça. J'en parlais dans un autre épisode, mais il y a des gens qui passent toute leur vie à trouver, à chercher le secret. En fait, pour eux, c'est un investissement de recherche qu'ils font quotidiennement. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et ils sont persuadés qu'un jour ils vont trouver, le Graal, le 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 mystère, le secret de la perte de graisse et qu'ils vont se dire: «Bon, ben c'est pas grave puisque tout le temps que j'ai perdu là, vu que maintenant j'ai le secret, ça va aller vite». Sauf qu'ils vont tomber de haut parce qu'il n'y a pas de secret. Donc ce sont des gens qui accumulent de la connaissance, qu'il ferait mieux d'appliquer puisque cette connaissance qu'ils accumulent fonctionnerait pour la perte de graisse, mais ils attendent encore. Ce sont des gens qui parfois ont un bon niveau, heu de connaissances, hein. Je ne dis pas un niveau physique, un bon niveau de connaissance. Ils connaissent, les nutriments, les micronutriments, les impacts sur l'organisme, sur la physiologie. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances, mais par contre, ça ne se transpose pas du tout à leurs habitudes. Parce que pour eux, ils pensent qu'il y a mieux, donc tant qu'il y a pas mieux, c'est ce que j'appelle un peu les perfectionnismes, les perfectionnistes de la muscu. Tant qu'il y a pas mieux, Heu, tant qu'il y a pas la formule parfaite, ils se lancent pas. Ils se concentrent beaucoup plus sur les contradictions de leurs connaissances. Donc par exemple, ça marche, chez beaucoup de personnes, sauf chez certaines et eux, ils se concentrent que sur le sauf chez certaines. C'est les mêmes qui vont se concentrer aussi sur: «On est tous différents» et donc du coup, ils n'agissent pas, quoi et alors que moi, je vais vous donner 2 formules très simples. Par exemple, la dernière fois, je recevais une question: «Combien de cardio faut faire, combien de cardio je dois faire?» Je vais te donner tu sais, les recommandations nationales, je crois que c'est 150 minutes, par semaine et cetera, mais c'est un peu bateau ça parce que enfin, je veux dire, celui qui a rien à perdre et celui qui a beaucoup à perdre, est-ce qu'il doit faire la même quantité de cardio? Non. Donc ce que tu fais, si tu veux un bon repère et te donner un objectif, hebdomadaire, tu prends ton poids de corps, tu le multiplies par 2 et ce chiffre, ça te donne le nombre de minutes de cardio à faire par semaine. Donc, je sais pas moi, par exemple, tu pèses 70 kilos, tu multiplies par 2, donc ça fait 140 et 140, c'est 140 minutes de cardio par semaine. OK? Tu pèses 100 kilos, tu multiplies par 2, ça fait 200, ça fait 200 minutes de cardio par semaine. Donc c'est normal que la personne qui ait plus de poids à perdre fasse plus de cardio et que l'avantage, c'est que plus tu vas atteindre ton poids cible, plus en fait la charge de cardio va baisser. Voilà. Alors ça veut p c'est on n'applique pas ça à la muscu, hein, parce que la muscu, c'est différent, mais pour le cardio, moi, vous savez, je suis de la vieille école. Pour la perte de graisse, je pense muscu, mais je pense cardio aussi, hein. Je sais que la nouvelle école est full muscu et full diète, avec des diètes où on bouffe plus rien. Moi, je suis de l'école, cardio et muscu, quoi. Hybrid training. Pour moi, il y a un moment donné où il y a un point, c'est un peu comme la miniaturisation des composants électroniques. À un moment donné, on atteint la loi, je sais plus c'est quoi, quelle loi c'est pas la loi de Moore, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Heu, donc ça, c'est la première chose. Première chose, poids de corps multiplié par 2 égale le nombre de minutes qu'on doit faire pour perdre du poids, heu, en cardio par semaine. Voilà. Deuxième petite astuce que je vous donne ici et puis on passe à la suite. Il y a beaucoup de personnes, pareil, qui sont convaincus que la formule magique pour s'entraîner, efficacement en musculation, pour faire du sport, c'est 3 séances de full body par semaine. Bon,
Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous heurter, ça va peut-être vous déranger, je sais pas. Enfin, globalement, les passionnés, non, mais d'autres, peut-être que ça va leur ouvrir les yeux. Si vous choisissez cette stratégie, 3 entraînements par semaine, ça veut dire que vous vous entraînez moins de la moitié de l'année. Bah oui, une semaine, 7 jours, si vous faites 3 entraînements par semaine, il reste 4 jours sans entraînement. Donc sur 365 jours, sur toute une année, plus de la moitié de l'année, vous ne faites rien. Alors est-ce que vous avez besoin de plus de la moitié de l'année pour récupérer? Je pense pas. Et ça, c'est en tenant compte du fait qu'on s'entraîne toutes les semaines. C'est pas il y a pas de semaine de vacances ni rien. C'est-à-dire que si vous prenez des congés et tout, c'est encore moins. Donc quand les gens me disent: «Mais est-ce que c'est bien 3 séances ou pas?» Bien sûr que c'est mieux que 2 et 2 c'est mieux que 1 et 1 c'est mieux que 0. Mais 3 c'est pas énorme pour quelqu'un qui a un travail sédentaire, qui bouge et qui les 4 autres jours est assis à un bu si les 4 autres jours, la personne elle est plaquiste, maçon, je sais pas moi, vendeur en magasin et il piétine toute la journée, c'est pas pareil qu'assis à son bureau. C'est-à-dire que la nature des 4 jours restants va aussi compter. Mais pour quelqu'un qui fait sa musculation 3 fois par semaine ou muscu ou cardio 3 fois par semaine, beh, il s'entraîne que la moitié de l'année. Même p moins de la moitié de l'année, ce qui n'est pas énorme. Voilà. C'est est-ce que vous avez envie d'être, moins de la moitié enfin, vous êtes pas vrai enfin, on n'est pas vraiment sportif quand on fait ça, quoi. Je sais que c'est culpabilisant, attention, quand je dis ça, mais ça permet de mettre en perspective et de montrer que souvent parce que souvent les gens ils disent: «C'est suffisant, c'est suffisant». C'est juste pour vous montrer de montrer est-ce qu'on a besoin de plus de la moitié de l'année pour récupérer? Puisque c'est ça, hein, fondamentalement. Et d'ailleurs, alors je parle pas des gens qui peuvent pas faire autrement, mais le pas faire autrement, le pas faire autrement en général c'est temporaire. Je sais pas, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, je sais pas, un divorce, du coup ça chamboule la vie, enfin des événements assez importants. Mais sinon, même dans les enfin moi j'ai côtoyé des personnes qui sont, chefs d'entreprise et tout et qui sont souvent les plus réguliers, donc des gens qui sont très pris, hein, très occupés avec beaucoup de responsabilités, qui font des horaires à rallonge et pourtant ce sont des personnes qui sont hyper régulières, quand elles décident de se mettre au sport. Donc c'est dans leur agenda, c'est avant d'aller bosser ou le midi, c'est rarement le soir, puisque le soir ils finissent tard et ils ont pas envie d'aller faire du sport après. En règle générale, c'est tôt le matin, ou entre midi et 2. Et ce sont des personnes qui sont, ils sont à ouais, ils sont, c'est en fait, c'est une routine. Lundi au vendredi, c'est comme ça, quoi. Et donc c'est pour ça, j'attends de voir si vous avez il y a certainement peut-être des excuses ou des raisons pour lesquelles on peut pas faire plus de 3 séances, d'activité physique par semaine qui m'échappent. Heu, Parce que moi j'ai tellement de contre-exemples de familles nombreuses et tout qui arrivent que je vois pas. Mais s'il y en a qui ont alors évidemment hors raison médicale, hein. C'est évident que si vous avez une pathologie X ou Y qui vous empêche, c'est non recevable de mettre ça comme justification dans les commentaires puisque là vous avez c'est totalement légitime et enfin voilà quoi. Mais par contre, si vous avez des choses auxquelles je pense pas parce que des fois on a des biais, moi j'ai un biais, de sportif ou je sais pas comment on peut appeler ça, parce que je suis passionné, donc du coup c'est pas un effort de faire ce genre de choses quoi. Donc mettez-le en commentaire si vous avez des idées de raisons valables de ne pas dépasser 3 séances de sport par semaine, donc de s'entraîner moins de la moitié, de l'année. Ça m'intéresse de vous lire surtout. C'est pas le but, c'est pas de créer un débat, à 2 balles avec, des accrochages, hein. C'est juste, d'avoir de l'information parce que moi j'ai certainement un biais qui m'empêche de voir des raisons, autre, quoi. Comme je disais, le travail, la famille et tout, ça n'empêche pas ou, en tout cas que temporairement, quoi. C'est après, puisqu'aujourd'hui malheureusement ou heureusement, malheureusement parce que c'est que ça a créé une addiction les réseaux sociaux, heureusement parce que, on peut voir aussi ce que font les autres. On a accès à des gens qui familles nombreuses, des souvent aussi, même des problèmes de santé et souvent ce sont les gens qui sont les plus résilients, les plus warriors et tout. Et les gens qui ont le moins de volonté, c'est souvent les gens qui sont le plus dans le confort, en fait, c'est quelque chose de comment on dit? C'est le tempérament. C'est plus qu'autre chose, quoi. Bon bref,
Café du matin, l'interrupteur de longévité activé. Donc, c'est le sujet suivant. Boire son expresso au saut du lit ferait bien plus que vous réveiller. Des microbiologistes de l'université de Vienne ont montré que la caféine active directement l'AMP kinase, donc enzyme centrale du métabolisme cellulaire, et enclenche la même voie énergétique que le jeûne intermittent. Donc les chercheurs observent une augmentation de 26% des marqueurs de recyclage cellulaire après une seule tasse. Alors, c'est chez la levure, puis chez la souris, ce coup d'accélérateur réduit l'accumulation des protéines endommagées et prolonge la durée de vie de 15%. L'équipe souligne qu'il suffit d'une dose humaine standard, donc 80 à 100 mg de caféine, pour reproduire l'effet. En pratique, un café noir sans sucre dans l'heure suivant le réveil optimise la fenêtre métabolique où l'AMP kinase est la plus réceptive. Et les auteurs préviennent toutefois que l'ajout de crème ou de sucre inhibe partiellement la réponse. Alors déjà, ça inhibe, je sais plus, c'est au niveau des polyphénols, ça, je vais pas dire le mot, mais crème et sucre, ça bousille tout. De toute façon, boire du café avec de la crème et du sucre, là, vous en faites une boisson, comment dire, qui n'est plus santé, quoi. Vous en faites comme un soda, je sais pas, un truc. Mais là, du gras, du sucre et de la caféine, là, vous avez le bon combo pour augmenter le tour de taille. Donc, ils disent que c'est un hack simple, gratuit, enfin gratuit non, puisque le café, c'est pas gratuit, et potentiellement puissant pour préserver ses mitochondries sans bouleverser son emploi du temps matinal et d'arrêter de manger le matin ni rien, quoi. Bon, bah, le café à jeun, pourquoi pas? Prendre un petit café à jeun, c'est alors moi, toutes ces choses-là, c'est pareil. Quand je Ce sont des hacks de mode de vie. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a là, on est potentiellement, je pense, sur le pic du jeûne intermittent, de la diète, vous savez, pourquoi je dis sur le pic? Parce que évidemment, vous, qui écoutez le podcast, vous connaissez le jeûne intermittent depuis des années, certains le pratiquent depuis un certain temps. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais pour savoir où on en est par rapport à des habitudes et à une mode, il faut regarder ce que disent les reportages, les documentaires, et cetera. Quand ils critiquent quelque chose, en règle générale, c'est que c'est pas encore à la mode. Quand ils commencent à le mettre en avant, à être d'accord avec ça et tout, c'est que là, on est bien à la mode, voire on commence à être sur la pente douce, donc la pente descendante. Et le jeûne intermittent est devenu très populaire dans les discussions de plateaux de télévision, des émissions de santé et tout. Hem, vous entendez souvent le discours: si vous aimez pas le petit déjeuner et que vous avez pas envie d'en prendre, c'est OK. Fameux «c'est OK» que vous entendez, très souvent d'ailleurs. Et ben, c'est comme ça. Ça veut dire que, ça y est, c'est bien ancré. Et pareil, on commence à voir des reportages sur la musculation où le ton commence vraiment à changer. C'est-à-dire qu'on commence à accepter que ça peut être un sport, autre qu'un sport de beauf, gavé de dopage et tout ça, quoi. Et donc bon bref, tout ça pour dire que le jeûne intermittent aujourd'hui commence à être vraiment ultra populaire, et moi je trouve, hein, qu'il est légèrement sur la pente douce. C'est-à-dire que les gens, bon, ceux qui ont testé depuis des années, certains en sont revenus. Enfin moi je le vois par les retours, les messages que j'ai eus. Au début j'ai fait le jeûne intermittent pendant un certain temps et puis je me rendais compte que j'arrivais plus à maigrir. En fait, spoiler alerte, le corps s'adapte à tout. C'est-à-dire que au début, le jeûne intermittent, vous perdez du gras, vous vous sentez plus énergique et tout, et au bout d'un moment, votre métabolisme, votre rythme physiologique se décale, et donc vous êtes juste quelqu'un, un peu comme si vous travailliez de soir ou d'après-midi ou de nuit, quoi. Vous commencez progressivement à vous décaler, et on sait que ça, c'est pas bon. Alors évidemment, moi j'ai un très bon ami, lui, qui fait le jeûne intermittent le matin. C'est-à-dire que, enfin, jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il mange le matin et il arrête de manger, je crois la dernière prise alimentaire, c'est 15 ou 16 heures, quelque chose comme ça. Après, il mange plus jusqu'au lendemain matin. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est parfait. Alors parfait, parfait pour reproduire les bons effets du jeûne, selon les études, hein. Parce que je sais que le raccourci qui a été fait, c'est jeûne intermittent, on saute le petit déjeuner pour tout le monde. Non, le vrai, enfin le vrai, celui qui serait le plus intéressant, c'est celui en fait où on recule plutôt au maximum le dîner. Quand je dis on recule, c'est on le recule dans le temps. Donc au lieu qu'il soit pris à 21h, le dîner, bah, il est pris à 17h.
Voilà. Pour optimiser, au maximum, les heures, de sommeil avec le ventre vide, heu et voilà. Alors, c'est bon pour la perte de graisse, mais c'est également bon pour la santé générale, quoi. Bon, ben, en tout cas, il y aurait des effets, heu, oui, beh, ils le disent, hein, les chercheurs observent une augmentation de 26 des marqueurs de recyclage cellulaire après une seule tasse de café, quand elle est prise le matin. Donc c'est intéressant, c'est encore une fois, on voit que le café, on avait, oui, c'est mieux, les personnes, ça réduit le risque de diabète de type 2, il y a ça réduit aussi les chances de développer des pathologies, hépatiques, On voyait qu'il commençait à y avoir un discours beaucoup plus santé et beaucoup plus positif autour du café. Alors il y a encore des gens qui ont un discours négatif, mais parce que vous savez le café, il y a café et café. Ou enfin, quelqu'un qui est habitué à boire du café comme moi, j'en bois pas beaucoup, mais j'en bois souvent. C'est-à-dire que j'en bois pas beaucoup dans la journée, mais par contre, j'en bois régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Mais bon, moi, j'ai 2 cafés, pas plus, hein. Et il y a une énorme différence entre le café premier prix que vous achetez, dans le commerce et un café de très bonne qualité avec une torréfaction non a pas trop abusée, pour conserver quand même, certains polyphénols et tout. Vous le voyez tout de suite. Moi, je le vois au niveau de ce que ça me fait. Donc, par exemple, quand je prends un café premier prix, je sens tout de suite, palpitations, nervosité, enfin, que ça se passe mal, en fait, que je alors est-ce que c'est mon hypersensibilité qui fait que je sens que, il y a plutôt vasoconstriction et pas du tout de vasodilatation? Probablement, mais il y a également aussi des problèmes au niveau digestif. Si je veux accélérer ma vidange gastrique, il y a pas de problème, hein. Je prends un café d'air de repos, là, tu peux être sûr que ça tourne à plein régime et puis, il y a le café de très bonne qualité qui lui, ne met pas de coup de fouet, déraisonnables, c'est juste ça éveille, et puis il y a pas de problème gastrique, quoi. Enfin, pas gastrique, mais digestif. Mais tout ça, c'est parfaitement documenté. J'en ai déjà largement parlé depuis des années. Vous tapez café, dans le club VIP, vous allez trouver des sujets et des sujets, alors parfois qui sont cachés dans d'autres sujets, mais c'est un truc que j'ai pas mal bossé, quoi. Alors on n'est pas à l'abri qu'un jour on nous dise: «Le café, c'est pas bon pour telle ou telle chose, pour les yeux, pour les oreilles», bon, j'en sais rien, pour la testo, ça se trouve, hein. On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, on sait que d'un café à un autre, ça n'est pas la même chose et même, dites-vous, entre l'arabica et le robusta, ça n'est pas la même chose, et on sait que, par exemple, un café bio, un café avec une torréfaction X ou Y n'est pas la même chose non plus. Donc quand on sait ça, après on sait choisir le café qu'il nous faut, quoi, hein. Voilà, voilà, donc modifier son futur grâce à l'IA. Alors ça, j'en parle très rapidement parce que l'intelligence artificielle, moi, dans le domaine de la médecine, est quelque chose qui m'intéresse, parce que je pense enfin, c'est pas je pense, c'est qu'en lisant ça, je vous le lis et puis on en parle. Donc Mass General, Brigham a formé un réseau profond, a repéré le calcium coronaire sur 8 052 scanners thoraciques et l'algorithme détecte une charge calcique élevée à 89 de précision et anticipe la mortalité à 10 ans. Donc risque multiplié par 3,5 si score supérieur à 400. Grâce à cette intelligence artificielle, chaque vieux scanner pulmonaire devient un dépistage cardiovasculaire gratuit. Donc implémenter l'IA dans les hôpitaux pourrait prévenir des infarctus avant le moindre symptôme. Heu et pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, on a tous déjà des archives de radio, de tout un tas de choses. Par exemple, il y a moi, autour de moi, il y a des gens qui sont fumeurs et qui ont fait des radios du poumon et cette radio a dit, «Tout va bien». Alors tout va bien pour un œil d'aujourd'hui de radiologue. Mais qu'en est-il de l'IA sur cette radio? Est-ce qu'elle, elle détecte des choses? Est-ce qu'elle détecte des pré-choses? J'écoutais que dans un je sais plus où est-ce que j'ai écouté ça, mais comment dire? Une IA est capable de trouver sur des radios des petites nuances de gris que l'œil humain ne peut pas voir et ces petites nuances de gris, c'est peut-être en devenir des tumeurs, des choses comme ça. Là, pour le coup, c'est pour, les dépôts de calcium, les dépôts calciques, je crois. Bon bref, mais peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on va se tourner de plus en plus vers la prévention. C'est-à-dire que, cas concret,
Jackie, il va faire sa radio, où il arrive avec toutes ses radios, chez le cardiologue, parce que c'est l'âge où il doit se faire contrôler. Et la radio du moment, enfin, il a pas de symptômes, il a rien. Mais par contre, grâce au logiciel où il a injecté tout son dossier médical, elle dit: «Ah, attention, d'année en année, c'est rien, mais il y a une petite augmentation de telle ou telle chose. Donc, pour l'instant, vous avez pas de symptômes et vous êtes même pas à risque. Enfin, vous êtes à risque en devenir, mais dans l'immédiateté, vous n'avez pas forcément plus de risques qu'un autre. Si vous voulez conserver ce statut, faites du sport, faites attention à votre alimentation et tout. Sinon, vu comme ça grandit, ça va arriver, vous aurez à un moment donné, je sais pas moi, une artère bouchée, une thrombose, peu importe, un problème cardiovasculaire, un AVC ou autre. Et là, vous allez voir que, enfin moi c'est comme ça que je vois le futur, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de centres ou de spécialistes de la prévention, donc comment faire du sport, comment faire la diète, et vous allez avoir une énorme innovation là-dessus puisque l'IA va donner beaucoup de prédictions de l'avenir. C'est-à-dire si vous faites rien, il vous arrivera ça. Avant, c'était le médecin qui vous disait: «Oui, statistiquement, vous avez des», mais là, ce sera plus le médecin avec des statistiques. Ça sera l'IA par rapport à ce que vous avez déjà en vous qui est embryonnaire et qui va devenir, si vous faites rien, en fait, vous ferez qu'arroser la plante de la saloperie, quoi. Ah, la graine de la saloperie qui va germer. Et donc là, ça sera beaucoup plus concret pour les gens. Enfin moi, en tout cas, personnellement, si un médecin me disait, «Si vous continuez, je sais pas moi, à fumer, vous avez un risque de cancer». Bon, je fume pas, mais si il me dit ça, d'accord, mais dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire: «Ou il y en a, ils ont fumé, ils ont rien eu». Et oui, il y en a beaucoup qui se disent ça. Et à l'inverse, si c'était l'IA qui me disait: «Attention là, tu as déjà des petites zones grises sur tes poumons que l'humain, détecte pas, mais moi je commence à voir. Si tu changes rien, ça va grossir et ça sera une tumeur». Là par contre, je commence à vraiment, enfin, c'est pas la même mayonnaise là. Il y a quelque chose de concret, de palpable, et pourtant c'est une IA, hein. Donc une IA, c'est pas un humain, je sais, il y a le débat là-dessus, mais moi ça me, en tout cas, j'y serais plus réceptif. Et d'ailleurs, moi je milite pour que, enfin je milite, le mot militant, je l'ai utilisé avec parcimonie. Je milite pas du tout, mais vous savez quand on il y a les IA, il y en a qui inventent des logiciels là, basés sur l'IA. Ils disent: «Oui, mon IA, médicale, vous inquiétez pas, elle mettra pas de faux négatifs ou de faux positifs parce qu'il y a toujours un humain derrière». Mais en fait, on voit que les scores des humains sont moins bons que l'IA pour les détections de problèmes, de pathologies, alors pas toutes, mais certains. En fait, demain, on devrait dire, beh, nous, dans notre centre médical, chaque médecin, chaque professionnel de santé est contrôlé par une IA. Ça sera ça demain. Mais oui, parce que nous, on a un esprit de supériorité, surtout en médecine, qui ne tient plus aujourd'hui, hein. Alors quelqu'un que j'apprécie pas forcément parce que je le trouve un peu, étrange et tout, mais qui dit beaucoup de choses intelligentes. Alors quand je dis un peu étrange, c'est que je le trouve un peu agressif quand il parle, c'est Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre. Bon, il est un peu agressif et tout, mais les regardez ces vidéos sur l'intelligence artificielle là, les interviews récentes qu'il donne à droite à gauche. C'est un médecin, lui à la base, bon, qui pratiquait peut-être plus, mais c'était je sais plus si c'était chirurgien ou je sais pas ce qu'il était, heu et il l'a dit, il a dit: «La médecine, c'est fini, c'est dépassé, quoi». Bon, dans la bouche d'un toubib, c'est quand même étrange, quoi. C'est quand même étrange d'entendre ça. Heu, alors, moi, je vous garantis que demain, j'ai pas envie de me faire soigner, par une IA médecine généraliste, hein. Mais autour de moi, de plus en plus, je connais des gens qui vont moins chez le médecin. Ils disent: «Bah, avant, j'avais une question à poser, un truc, maintenant je vais sur, GPT ou Gemini ou je sais pas trop quoi». Et j'ai ma réponse, quoi. Alors est-ce que c'est vrai, c'est faux? On n'en sait rien. Mais parce qu'il y a pas la garantie, il y a pas les 9 ans d'études qui vont avec et tout. Puisque quand vous allez voir votre médecin, il y a un effet, quand même, humain, où vous croyez ce qu'on vous dit. Et ça pose beaucoup de problèmes, hein, parce que, il y en a qui vont dire: «Oui, le médecin, il sait de quoi il parle». Oui, dans beaucoup de cas. Sauf quand moi, il me dit qu'il faut pas que je dépasse 20 grammes de protéines par jour. Bah là, il sait pas de quoi il parle. Donc ça peut arriver que le médecin se trompe.
comme ça peut arriver que l'IA se trompe. Sauf qu'aujourd'hui, on fait encore plus confiance aux médecins. Est-ce qu'on a raison ou pas? J'en sais rien, moi, hein. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle crée ça effraie beaucoup de monde, hein. Je vous le garantis et ça secoue beaucoup le cocotier et si enfin, je veux pas être pessimiste parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mais globalement, ne vous inquiétez pas pour votre travail parce que si ça va dans le sens que ça prend, on aura tous plus de travail. Donc quel que soit votre métier, manuel, intellectuel, tous vont disparaître. Donc ne vous inquiétez pas particulièrement pour le vôtre. Si ça doit disparaître, c'est tous, donc il faudra trouver une solution, quoi. Bon, les siestes stratégiques, 25 ou 90 minutes sans nuire au sommeil. Alors, je passe rapidement sur le sujet, mais faut-il éviter de faire la sieste pour bien dormir? Il y a des physiologistes australiens qui ont testé 3 conditions chez 14 sportifs universitaires: pas de sieste ou 25 minutes de sieste à 14h35 ou 90 minutes à 14h35, hein, moi j'aurais mis 30, mais ou 90 minutes à 13h30. Aucun protocole n'a réduit la durée ou la qualité du sommeil nocturne. Le sommeil total restait autour de plus ou moins 7h10 et la conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'une micro-sieste, alors 90 minutes, c'est pas une micro-sieste, hein, c'est un cycle total, hein. Donc ah non, d'accord. Une micro-sieste ou un cycle complet avant 15h soutient la récupération neuromusculaire sans effet rebond. Idéal les jours de double séance ou de compétition en soirée, des choses comme ça. Donc si vous voulez faire une sieste longue ou courte ou peu importe, en fait la sieste, c'est avant 15h. C'est vrai qu'il y en a des fois, le week-end surtout, ils font la sieste, vous savez, post-repas de fête ou repas de famille. La sieste de 15h30, 16h, celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal parce que quand on se réveille déjà, on titube et puis après, pour trouver le sommeil le soir, complexe. Donc sieste avant 15h et que ce soit une micro-sieste ou un cycle complet de 90 minutes, fini de culpabiliser. Là, visiblement, les physiologistes australiens, ils disent que c'est plutôt positif, surtout si vous êtes un sportif ou que vous avez beaucoup d'exigences, ouais, physico-psychologiques, je sais pas comment on peut dire, donc à la fois physique et psycho. Ça peut être même, vraiment utile pour vous. Donc voilà, pourquoi sommes-nous accros aux féculents? Donc tout ce que je vous ai dit, si vous avez envie enfin de mettre le holà sur les féculents, mais pas d'une manière où vous avez, la rage qui monte parce que vous pétez un câble, parce que ça vous manque trop et que enfin voilà et que vous allez tenir 3 semaines et après vous achetez des pâtes, du pain, des machins, du pain de mie, des biscottes et tout. Allez voir ça, vous allez bien comprendre et réussir à passer de l'autre côté, c'est-à-dire ce côté où justement les féculents ne sont plus qu'un objet de désir, mais un aliment comme un autre et qu'on peut augmenter, réduire, se passer, sans trop de problèmes, quoi. Donc je vous invite à aller voir ça parce que vous allez comprendre au niveau historique, au niveau physiologique, au niveau psychologique, et même au niveau comportemental, vous verrez. Donc plein d'outils pour justement, vous aider là-dessus. Donc on se dit à tout de suite de l'autre côté. Vous avez le lien dans les notes de cet épisode et très bonne semaine à toutes et à tous et restez au frais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.